Première visioconférence, on va parler des oblitérations du bureau d'Arbawa de la poche chérifienne. Alors, j'ai pris une petite carte du tome 2 où on voit Arbawa, qui est situé donc sur la ligne des Récas de Tanger à Fès, en passant entre autres par Souk El Arba, par Mekrabek Siri et par Fort Petit-Jean. Donc, ça part de Tanger et ça descend en passant par Barbawa et puis à Sidi Kassem, ça bifurque vers Fès. Comme au départ, entre 1892 et 1912, il y avait les cachets Magzen, Arbawa n'est pas un bureau ouvert pendant cette période-là. Donc, il n'y a pas de cachet Magzen d'Arbawa et on ne sait pas non plus à quelle date ce bureau a été créé par les poches chérifiennes. Alors, dans le tome 3, on a décidé de faire une nouvelle classification des cachets. Le premier type de cachet, c'est le cachet bilingue avec en français le nom du bureau au-dessus et en arabe en dessous. Le second type de cachet est un cachet unilingue, totalement en arabe, avec des dates sous les gires. Et le troisième type de cachet, c'est un cachet bilingue, mais sans date, beaucoup plus petit, en général 28 mm. On va préciser pour chaque type, dans le tome 3, le diamètre du cachet. Donc, on a essayé de simplifier pour avoir le moins de types différents et d'indiquer le diamètre du cachet à côté de chaque type. On a également créé une base de données avec M. Elataoui, Elmer Lemraï et les autres sur toutes les lettres, toutes les cartes postales, également des timbres pour lesquels on a eu des oblitérations de différents bureaux. Et ici, ce sont celles du bureau d'Arbawa et on voit que la première lettre recensée est datée du 14 août 1912. Hein. Pour rappel, les timbres chérifiens sont sortis le 25 mai 1912 et entre le 25 mai et le 14 août, on n'a jamais vu un seul timbre, enfin une seule lettre avec un cachet d'Arbawa. Donc le bureau d'Arbawa, on ne sait pas s'il a été créé directement en mai 1912 ou si, comme on pourrait le prévoir ici, il a peut-être été créé en août. Comme d'autres bureaux, on verra dans d'autres conférences, ont été certainement créés au fur et à mesure du développement de la poche chérifienne. Alors, un petit rappel, les grilles de destination ont été créées par la poche chérifienne. Elles existaient déjà avant la poche chérifienne dans les postes étrangères. Et donc, ça sert à indiquer la ville de destination qui se trouve à la fin de l'adresse en arabe. Hein, donc, dans les bureaux chérifiens, il y avait des employés marocains, des employés français. Les employés français ne sachant pas lire l'arabe, il a bien fallu faire un système qui permettait d'au moins savoir quel était le bureau de destination des lettres. Et donc, on a créé, d'abord, on le mettait à la main, comme on l'a fait ici, Fès, et puis on a aussi créé des griffes, donc des cachets que l'on appliquait pour indiquer la destination. Pourquoi je parle de ça? Parce que les griffes de destination ne sont pas des oblitérations. C'est vraiment une marque postale qui sert à indiquer la destination, mais qui logiquement ne sert pas à oblitérer le timbre. Par contre, pour Arbawa, quand Arbawa ouvre son bureau de poste, ils ont des timbres manifestement, mais ils n'ont pas reçu de cachet. Ils n'ont pas de cachet avec le nom de la ville et la date. Et comme dans deux ou trois autres bureaux qui ont le même cas qu'Arbawa, ils vont employer une grille de destination comme oblitération provisoire. Et donc, pendant un certain temps, hein, ici on indique la période du 14 août au 25 octobre 1912, ils vont employer la grille de destination Arbawa bilingue, donc en arabe au-dessus, en français en dessous, comme oblitération provisoire, comme oblitération de fortune, en attendant d'obtenir leur cachet à date. Et donc aussi, on voit une lettre qui est
à Tanger en octobre, le 25 octobre, et c'est la dernière qu'on connaît, euh, vers la France, envoyée par un militaire des TMO. Important aussi, c'est le contre-saint militaire, hein. Il est marqué poste d'Arbawa, Maroc, et en dessous, le commandant d'armes, avec une déesse assise. On va retrouver ce contre-saint militaire sur beaucoup de lettres qui nous permettront de savoir que ça vient bien d'Arbawa. Voici un autre exemple très particulier. Heureusement, on connaît plusieurs lettres de la même, comment dire, fonction. C'est du courrier militaire entre services militaires. Donc, pas du courrier privé de militaires, mais du courrier fait entre services militaires. Et la poste chérifienne a octroyé la franchise postale pour ce genre de courrier. Donc, si un militaire écrit à un de ses copains dans une autre ville, il doit payer. Si un militaire appartenant à un service envoie un courrier officiel militaire à un autre service, il obtient la franchise. Donc ici, c'est bien un courrier entre deux services, entre deux commandants de dépôt de Ouais, remonte mon en cœur. ville. Et, comment dire, donc il n'y a pas de timbre, on est bien en franchise postale. Alors, à Arbawa, ils se sont dit que s'ils mettaient le cachet, leur cachet, entre guillemets, de fortune, donc la griffe Arbawa, s'ils la mettaient devant, sur le recto, ça indiquerait plutôt une destination qu'un cachet de départ. Et donc, ils ont décidé pour ce type de courrier de le mettre au verso pour ne pas avoir cette confusion. Donc, ce cachet, pardon, ce cachet ici d'Arbawa sert à indiquer que c'est bien le moment de départ et le cachet d'arrivée de Casablanca se trouve derrière également. Mais on connaît plusieurs lettres qui viennent d'Arbawa avec ce système de mettre le cachet à l'arrière pour ne pas avoir une confusion de destination. Ça, c'est donc la première période, hein, qui a permis. Pour Arbawa, on est parvenu à trouver l'évolution des cachets. Le premier cachet est donc cette griffe euh, Arbawa. Le second cachet, et ça c'est une grande découverte, c'est la griffe post-chérifienne qui a été utilisée à Arbawa pour, comme oblitération provisoire également. Donc ils ont abandonné la griffe Arbawa et ils sont passés à la griffe post-chérifienne qu'ils ont utilisée comme oblitération. Et donc on le retrouve sur des timbres. On a pensé pendant tout un temps que cette griffe sur des timbres était une oblitération faite par le RECAS pour des lettres qui ont été remises à un RECAS entre deux villes et que c'était le RECAS qui avait annulé les timbres avec la griffe. En fait, ce n'est pas vrai. On voit bien ici qu'il y a de nouveau le contre-saint militaire avec, on voit bien ici Arbawa, hein, et donc le lieu de départ est bien Arbawa, et le bureau de poste a utilisé la griffe poche chérifienne pour annuler le timbre. Donc ils n'ont toujours pas à cette période-là de cachet oblitérant, et on connaît ces lettres, on connaît 7 lettres qui ont ce genre d'oblitération entre le 1er décembre 1912 et le 8 avril 1913. Ça veut dire que depuis la création du bureau, enfin la première date connue du bureau, le 14 août jusqu'au 8 avril 1913, il n'y a pas de cachet à date pour le bureau d'Arbawa. Voici un autre cas. Il y a également eu comme contre-saint militaire le cercle du Gard, Maroc, le commandant, hein, et ça vient bien également d'Arbawa. Comme c'est une lettre militaire, on voit ici une autre lettre beaucoup plus tard avec le cachet d'Arbawa du même genre. C'est une correspondance militaire entre des bureaux de renseignement et la griffe poche chérifienne ici a bien été appliquée par le bureau d'Arbawa. Comme ici, en rouge, hein, de nouveau, le bureau d'Arbawa qui applique son cachet. On retrouve de nouveau sur ces 2 lettres. Ici, c'est un recommandé mixte vers la Tunisie. Un timbre est tombé. Ça ne c'est pas dans ma collection. J'ai trouvé ça dans une archive, dans un lot dans une vente publique. Et on voit que les timbres ont été en tout cas le timbre, comment dire, chérifien a été oblitéré par la griffe poche chérifienne, comme ici, poche chérifienne. Et on retrouve de nouveau le fameux contre-saint militaire, poste d'Arbawa, Maroc, le commandant d'armes,
Ça se trouve ici en bas sur la lettre de Tunisie et ça se trouve ici aussi sur la lettre vers Dar el Amri. Donc c'est bien un cachet qui est mis par le bureau d'Arbawa à défaut de cachet à date. Donc c'est sa deuxième oblitération. La troisième oblitération de ce bureau, dont on ne connaît qu'une seule date, c'est un cachet rectangulaire administratif avec bureau d'Arbawa, poste et télégraphe chérifien et la date du 31 décembre 1912. Donc cette carte postale a bien voyagé par la poche chérifienne avec un affranchissement mixte vers la France et le timbre chérifien a été oblitéré par ce cachet administratif. On ne connaît que cette date-là. Je pense aussi qu'on ne connaît que cette carte parce que Ben Ezra, dans son livre sur les cachets de la poche chérifienne, paru dans leur série numéro 1, je pense, de la SPLM, du bulletin RECAS de la SPLM, euh, montre ce cachet à la même date. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres documents que celui-là. Mais en tout cas, le 31 décembre 1913, ils ont oblitéré le courrier avec ce cachet, qui est également un cachet provisoire, hein, ce n'est pas un cachet postal. Alors voilà, le premier cachet postal qui arrive à Arbawa est un cachet au type 1, donc bilingue avec Arbawa en français en dessous, Arbawa en arabe en bas. Et on le connaît à partir du 17 avril 1913 jusque le 26 janvier 1914, donc bien après la fusion. Donc c'est la première fois qu'Arbawa reçoit un cachet à date, euh, presque un an après l'apparition des timbres chérifiens. On le retrouve, comme je disais, après la fusion. Hein, donc, quand la fusion se produit, il n'y a pas de bureau de poste français à Arbawa et le bureau chérifien est donc fusionné par la poste française et va continuer à employer le matériel chérifien sur les timbres du protectorat jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur vrai cachet, entre guillemets, au titre français. Donc, ici, c'est une carte qui est oblitérée le 27 octobre 1913. Donc, dans la fusion, on va trouver des timbres français annulés par des cachets chérifiens. On voit ça à Arbawa, on voit ça à Ceta, on voit ça également à Sefrou. Donc, il y a plusieurs bureaux comme ça qui vont employer des cachets chérifiens sur des timbres du protectorat. En général, ce sont toujours des villes où il n'y avait pas de bureau de poste français. Et donc, c'est le cachet chérifien qui continue son emploi dans l'attente du cachet octogonal français. Également sur les lettres militaires. Hein, donc, en contre-saint militaire, où ils ont la franchise totale, puisqu'il n'y a plus besoin, on est en fusion, donc il n'y a plus besoin d'affranchir. Les, les lettres militaires sont en franchise totale et on voit bien à l'arrière qu'il y a toujours le cachet chérifien qui est toujours employé à Arbawa. La dernière date connue euh, avec le cachet chérifien date du 26 janvier 14. Et donc voilà, la première date connue pour ce cachet octogonal est le 1er février 14. Donc, la dernière date du cachet chérifien est le 26 janvier. La première date du cachet octogonal de fusion est le 1er février. Et donc, ici, on a une lettre militaire, en franchise militaire, qui part d'Arbawa et qui a le cachet octogonal de l'agence postale. Il y a toujours le contre-saint militaire d'Arbawa. Et on voit que la ligne continue à aller à Tanger, parce qu'à l'arrière, on a toujours un Tanger chérifien. Hein, ce cachet Tanger de la ligne, comment dire, Fès-Tanger, toujours employé par les RECAS, malgré la fusion, ce cachet de Tanger type chérifien va être modifié en 1917 pour devenir le fameux petit cachet rond Tanger chérifien, Tanger-chérifien.
Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et on peut éventuellement poser des questions et faire des commentaires si quelqu'un a des questions. Et donc, ce qui est agréable pour le bureau d'Arbawa, c'est que avec la base de données, on est parvenu à voir la chronologie des différents cachets, depuis le cachet, la griffe de destination, en passant par les poches chérifiennes et le cachet rectangulaire, et puis le premier cachet rond. Ça, c'est nouveau. On espère faire ça dans beaucoup de bureaux. En tout cas, dans les bureaux où on a beaucoup de courriers, on parviendra sans doute à trouver la chronologie des cachets, savoir quel a été le premier et quel a été le dernier. Ce que Ben Ezra n'a pas su faire à son époque. Des questions? Non? Bon, alors je quitte pas la réunion, mais je peux quitter le partage d'écran.